C'est vraiment quelque chose qui va bouleverser et changer le monde. Changer le monde? Quelle drôle d'idée. Les robots sauront absolument tout faire mieux que nous. Il est très bien comme ça, le monde, pourquoi changer? Ceci est une révolution. Ces dernières années, on nous promet régulièrement qu'une nouvelle technologie va bouleverser notre quotidien. On s'imagine alors déjà avec des robots partout dans nos maisons, de minuscules puces à la place des téléphones et des assistants personnels virtuels. Force est de constater que nous n'en sommes pas là et surtout, nombre de ces innovations révolutionnaires semblent avoir fait long feu, mais ont-elles disparu pour autant ? Je suis Charlotte Baris et vous écoutez Les Étoiles filantes de la tech, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Cette semaine, j'avais envie de vous faire découvrir une nouvelle pièce dans les locaux de l'Express. Nous vous avons déjà emmené là où on range les anciens numéros du magazine. Vous connaissez aussi le placard où se trouvent les cartes du Service Monde. Et aujourd'hui, je vous invite à me suivre dans notre caverne d'Ali Baba, un lieu qui ferait pâlir d'envie tous les geeks, le local du Service Tech. Cet endroit est toujours verrouillé, avec un code, car on y trouve des innovations parfois très recherchées. Alors, il y a ici beaucoup d'objets amenés par les journalistes qui se sont succédés à la rédaction au fil des années et des innovations. Par exemple, ici, le tout premier iMac avec son écran en plastique bleu transparent. Là, je vois un Walkman, une vieille webcam. Dans la catégorie jeux vidéo, on trouve une console NES ou encore une Game Boy Color. Plus récemment, nos journalistes ont rangé dans ce placard une montre connectée, un téléviseur transparent ou bien un téléphone pliable. Si je vous ai fait découvrir ce lieu, c'est parce qu'on va y revenir durant les 4 prochains épisodes. Et surtout, qu'on va y chercher des innovations qui, elles, n'ont pas vraiment révolutionné notre vie, contrairement à ce qu'on annonçait, à l'image du Minitel. La technologie préfigurait ce qui allait devenir Internet, mais l'objet a maintenant totalement disparu. Ce dont j'ai besoin aujourd'hui est juste ici, je l'emmène en studio où on va retrouver Maxime Recoquillier, l'un des journalistes du service tech de l'Express. Bonjour Maxime. Bonjour Charlotte. Merci de m'avoir laissé fouiller dans le placard de ton service et pour notre épisode, je suis allée chercher un casque de réalité virtuelle. Ce casque, il va recréer un environnement virtuel immersif en 3D. Donc tous les mouvements de ta tête vont être pris en compte et tu vas aussi pouvoir faire des actions avec des manettes, pourquoi pas. Et ton audio sera aussi immersif. Alors je te propose de l'essayer avec un jeu vidéo. D'accord, alors je l'enfile. C'est un peu comme une paire de lunettes de piscine mais en plus lourd. Ouais, c'est ça. Et on va tester ensemble un jeu de boxe. Tu l'entends, t'as le son de la foule autour de toi. Si tu te déplaces, tu peux faire le tour du ring. Oui, et à gauche, je vois même l'arbitre. Ouais, par contre, prépare-toi, le casque va t'indiquer les mouvements que tu dois faire contre ton adversaire. Ah oui, alors, un coup à droite, je me baisse, 2 à gauche, je recule, et un dernier coup pour le faire tomber. Bon, Maxime, ce casque, il fonctionne très bien, c'est pas du tout un échec. C'est vrai, en fait, si on avait besoin d'un casque de réalité virtuelle, c'était pour parler d'une autre technologie qui avait besoin notamment des casques et qui n'a pas eu le succès attendu, escompté, c'est le métavers. Alors, je retire le casque pour poursuivre. Et c'est vrai que le métavers, on en a beaucoup parlé dans les premiers épisodes de La Loupe, c'était il y a 3 ans. Tu peux nous rappeler quelle était l'idée ? Alors, le terme métavers vient, lui, d'un livre, en fait, que les amateurs de science-fiction connaissent peut-être. C'est le Samouraï virtuel ou Snow Crash en VO de Neil Stephenson, qui est paru en 1992, qui a fait quand même un tabac à l'époque. Et ensuite, on a retrouvé cet élément d'univers virtuel, sans forcément appeler métavers, dans les films Matrix, très connus à la fin des années 90, ou plus récemment encore, peut-être dans sa vision la plus complète, dans le film Ready Player One de Steven Spielberg, qui est lui sorti en 2018. Un univers entièrement virtuel. Les gens vont dans l'oasis pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais ils y restent pour pouvoir être ce qu'ils veulent. Ouais, c'est le seul endroit où j'ai l'impression d'être quelqu'un. On avait affaire, et là dans Ready Player One notamment, à un univers donc en 3D totalement virtuel auquel on va accéder avec un avatar qui peut prendre la forme que l'on veut. Dans le film, c'était plutôt une forme humaine. Donc l'idée dedans, c'est qu'on peut se balader, on peut jouer à des jeux, on peut aller à des concerts, dans des musées, rencontrer des amis, pourquoi pas même travailler. Tout ce qu'on peut faire dans la vraie vie. Et plus loin encore, en fait, ces mondes, dans l'idéal, sont des mondes décentralisés. Donc chacun est propriétaire de, par exemple, sa propre parcelle. Et donc, c'est pas forcément très centralisé autour d'un promoteur ou d'une personne qui gère la plateforme. Chacun peut vivre un peu l'aventure qu'il souhaite dans le monde qu'il veut. Et de quand elle
date vraiment cette innovation? À quel moment elle prend forme? Alors on peut remonter à 2003 avec un jeu qui s'appelle Second Life, où les joueurs pouvaient déjà évoluer dans un monde virtuel avec leurs avatars. Je rappelle, là on est sans VR, donc sans réalité virtuelle, c'est sans casque, on accède donc à des mondes ouverts en 2D. Et donc cette mode revient beaucoup autour de 2020, où là on commence justement à parler de métavers, et donc on a des plateformes qui se créent comme Decentraland, ou sinon qui deviennent plus populaires comme Roblox, Fortnite aussi, et Minecraft qui existe depuis un certain temps, mais dont le monde est de plus en plus ouvert, de plus en plus large. Puis vraiment le mot métavers explose à l'automne 2021 quand Facebook change officiellement son nom pour Meta et annonce son grand projet de monde virtuel baptisé Horizon World. Today, we're going to talk about the metaverse. We believe the metaverse will be the successor to the mobile internet. C'était considéré comme le Graal pour Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, qui voyait ça un peu comme le futur de l'Internet. Il y croyait tellement qu'il a annoncé en fait consacrer 10 000 salariés Facebook dédiés au métavers, ce qui représentait en fait 20% de la totalité des salariés de Facebook à l'époque. Donc c'est dire à quel point vraiment il croyait en ce projet. Et je me souviens, Maxime, que tout le monde s'est précipité dans le métavers. Des stars y ont donné des concerts, des marques créé des avatars, par exemple avec les personnages de la série Stranger Things. Oui, en fait les marques, elles y voient en effet un nouveau filon. On propose en fait dans ces univers virtuels la vente d'objets virtuels pour habiller son avatar, pour aussi l'équiper avec des objets comme des rampes de skate virtuelles. Et puis ça prend des proportions très vite assez énormes. Un sac Gucci virtuel, par exemple, se vend plus de $4 000, ce qui était en fait un montant supérieur au prix du vrai sac dans le monde réel. Donc tout le monde constate qu'effectivement dans ces univers virtuels où on est censé passer beaucoup de temps, il y a de l'argent à se faire. Et de leur côté, comment les plateformes de métavers se rémunèrent? Surtout grâce aux microtransactions qui permettent aux joueurs de débloquer des défis ou même d'acheter des objets grâce à des monnaies virtuelles. Par exemple, Roblox empocherait en fait presque 30% de ses revenus sur ces mêmes transactions. Plus largement, les annonceurs sont très intéressés par ce type de plateforme. Donc pour reprendre l'exemple de Roblox, aujourd'hui c'est plus de 43 millions d'utilisateurs qui s'y connectent quotidiennement, dont un quart en Europe. Les jeunes, surtout les enfants, y passent beaucoup de temps. Plus largement, pour tout l'écosystème, selon un rapport en fait du cabinet McKinsey, qui date de 2022, le métavers pourrait représenter environ 5 000 milliards de dollars d'ici 2030. Donc c'est des montants assez énormes. Mais Maxime, j'avoue que depuis ces chiffres et les épisodes qu'on a consacrés au métavers, je ne suis allée dans aucun monde virtuel. Je ne connais personne qui se connecte régulièrement à Decentraland ou Horizon World. En effet, parce que le soufflet est depuis un peu retombé. C'est surtout une salve de critiques que le patron de Meta a provoqué. Donc, on va commencer par le plus simple, le look des avatars, par exemple. Ces avatars qui ont quand même l'air très enfantins, en plus ils n'ont pas de jambes. Cet extrait date de septembre 2022. Il y a 2 ans, on évoquait donc déjà les premiers échecs du métavers, notamment ceux de Horizon World. On en est où depuis, Maxime ? Les critiques sont toujours un peu les mêmes. Il n'y a pas l'immersivité attendue. On l'a dit, ça reste toujours des univers qui sont joués, notamment Roblox, même Minecraft ou Fortnite, qui sont joués devant une télévision, par exemple, ou devant un ordinateur ou un téléphone portable. Il n'y a pas non plus d'interopérabilité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas amener notre avatar d'un monde à un autre. Donc on peut pas être habillé d'une certaine manière sur Fortnite et le basculer sur Roblox ou autre. Donc c'est un peu difficile de basculer. Donc le grand métavers n'existe pas. Ça reste quand même des petits univers un peu à droite à gauche. Et si on s'intéresse maintenant aux chiffres, qu'en est-il ? Alors pour Horizon World, donc celui de Meta, c'est un échec complet. On évoque plutôt quelques centaines d'utilisateurs tout au plus. Quelques milliers par jour pour Decentraland, qui n'est pas beaucoup mieux. Donc les métavers en fait restent globalement vides par rapport aux réseaux sociaux qui eux cartonnent. Enfin on le voit avec TikTok qui représente aujourd'hui 22 millions d'utilisateurs uniques en France chaque mois. Instagram est aussi très puissant et Facebook, malgré sa perte de vitesse, cumule encore 33 millions d'utilisateurs. Donc ça reste massif. Le résultat, c'est qu'il y a des grosses pertes financières au bout du compte. Meta, par exemple, a perdu près de 50 milliards de dollars depuis 4 ans et donc le grand lancement de son métavers. Et comment on explique cet échec ? La définition d'abord du métavers est toujours pas claire en fait. Est-ce que vraiment
quand justement on recherche l'immersivité à tout prix ou pas? Est-ce que tous les mondes doivent être interopérables? Est-ce qu'ils doivent être plutôt ouverts, plutôt fermés, plutôt décentralisés ou centralisés? Donc en fait, vraiment le Graal de Mark Zuckerberg, espèce de grand métavers qu'il voulait créer et dans lequel il voulait abriter en fait tous les différents mondes qui pouvaient exister, pour le coup, la promesse, elle est pas du tout tenue. Et une autre promesse qui n'est pas du tout tenue, c'est aussi évidemment celle de la technologie. Le fameux casque de réalité virtuelle qu'on essayait au début de l'épisode. Exactement. Pour le moment, le matériel coûte cher à l'achat pour les particuliers. Les casques sont toujours encombrants globalement, donc c'est pas toujours simple. Et le rendu graphique aussi de ces casques n'est pas optimal, donc en termes d'immersivité, c'est pas non plus top. Clairement, pour le moment, les ventes de casques, elles sont un peu en berne. Elles avaient chuté de 44% sur un an au deuxième trimestre 2023, mais elles sont toujours pas vraiment reparties. Alors le marché reste optimiste. Il y a des signaux comme Apple qui arrive aussi sur le marché et qui lance son propre casque, ou même Meta qui reste très actif dans le domaine avec ses MetaQuest. Donc le marché estime qu'il pourrait y avoir 30 millions d'exemplaires vendus annuellement d'ici à 2027, mais rien n'est moins sûr. Et est-ce qu'il y a d'autres explications, Maxime, à ces difficultés du métavers? Il y a aussi le moment en fait où le métavers est arrivé. C'était une période du Covid. On était tous un peu coincés chez nous pendant cette crise sanitaire. Et tout le monde rêvait aussi un peu d'évasion et tout le monde était tourné vers les nouvelles technologies en règle générale et le métavers en particulier parce que justement on pouvait un peu se balader dans un monde auquel on n'avait plus accès pour le moment. Et du coup, quand notre monde s'est réouvert, de suite, on a eu quand même moins envie de rester dans des mondes qui étaient virtuels, vu que là, le physique réapparaissait. Et le métavers a aussi souffert au niveau financier d'un intérêt moindre des investisseurs qui sont plutôt tournés vers d'autres technologies qui sont arrivées par la suite, comme l'IA générative, qui est apparue aux yeux de beaucoup d'observateurs comme beaucoup plus utile pour le futur que le métavers. Puis les cas d'usage aussi ont eu du mal à se développer, notamment sur le volet travail. Qui vraiment pourrait utiliser des casques dans le côté travail, quelle valeur ajoutée il y a par rapport à un ordinateur. Même Apple, on a vu dans le lancement de son casque, a eu du mal un peu à trouver des cas d'usage intéressants. On voit un père travailler sur son casque en même temps jouer au foot avec sa fille, avec son appareil sur le nez. C'est pas forcément quelque chose qui fait rêver. On l'a compris, on est donc très loin de l'engouement de 2021, mais le métavers est-il vraiment mort? La réponse dans la suite de cet épisode. Alors Charles, je te préviens, le métavers, malgré tout, ce n'est pas fini. Et pour te le prouver, je vais te parler d'Emily in Paris, la série Netflix, où une Américaine s'installe à Paris pour travailler dans une boîte de communication. Emily Cooper? Bonjour. Bonjour. I'm Emily, your new neighbor. Enchanté. Quel est le rapport, Maxime, entre Emily in Paris et le métavers? Dans la dernière saison, on y voit l'application sud-coréenne Zepeto. Je ne te divulgage pas, mais il y est question de Roland Garros, de la marque de luxe Ami. Et ce métavers, c'est un succès. Il est utilisé chaque mois par plus de 20 millions d'utilisateurs uniques dans le monde et téléchargé au total plus de 400 millions de fois, avec 620 000 utilisateurs uniques par mois, notamment en France. Et même les entreprises y investissent comme, on peut citer Gucci, Christian Louboutin, L'Oréal ou Coach. Juste avant, on parlait des métavers qui patinent. Il y en a donc en face qui ont du succès. Oui, pour revenir donc aux plateformes au monde ouvert type métavers, Minecraft a plus de 165 millions d'utilisateurs et est devenu en 2023 le jeu le plus vendu au monde avec 300 millions d'exemplaires écoulés. Roblox, au total, c'est 250 millions d'adeptes tous les mois avec des résultats records. Aujourd'hui, Roblox, c'est plus de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, ce qui est plutôt conséquent. Il y en a qui subsistent toujours, comme The Sandbox, qui détient aujourd'hui 5,7 millions de comptes et reçoit entre 50 000 et 100 000 connexions mensuelles et qui continue de séduire beaucoup de marques et d'annonceurs. Ça, Maxime, c'est donc un usage qui ressemble à ce qu'on a décrit au début du métavers, mais est-ce qu'il va aussi y avoir une évolution? Une évolution, je sais pas, mais en tout cas peut-être une concentration dans ce qui fonctionne bien, le gaming, les jeux vidéo. Et un bon indice, c'est peut-être l'investissement en fait, donc en début d'année de Disney d'1,5 milliard de dollars dans Fortnite, qui est détenu par Epic Games. Donc c'est un gros contrat qui permettra aux
donc au père de Mickey de proposer dans le jeu des personnages et des décors de ses films et séries, comme ce Star Wars, Marvel ou Pixar, à Fortnite qui dispose, lui, de 90 millions d'utilisateurs mensuels. Donc là, vraiment, on assiste à une croisée de deux mondes. Et donc, on a quelque chose comme l'idée du métavers qui se construit justement avec des univers qui se rencontrent. Et si on regarde du côté de la technologie, encore une fois, est-ce qu'il peut y avoir des évolutions ? Oui, le casque, il y a une vraie bataille en fait à son sujet. On l'a dit, les deux acteurs principaux sont sûrement Apple et Meta. Donc Apple avec le Vision Pro, qui présente moins comme un casque de réalité virtuelle, mais plutôt un ordinateur spatial qui met plutôt en avant la réalité augmentée, qui laisse apparaître le monde physique à travers des caméras situées à l'avant de l'appareil. Donc c'est une option un peu moins isolante en fait pour pouvoir travailler sans forcément se couper de son environnement réel. Et donc Meta qui continue d'investir massivement dans ses casques et qui vient de sortir le Quest 3. Donc lui aussi qui met l'accent sur la réalité mixte, mais qui reste quand même très centré sur le côté réalité virtuelle. Meta domine largement ce marché avec environ 50% des ventes de casques à travers le monde. Mais il y a de plus en plus aussi de concurrence qui vient du côté de l'Asie, beaucoup de constructeurs chinois et sud-coréens comme Samsung aussi avec son propre casque. Ça veut dire, Maxime, qu'on peut imaginer dans un futur proche parvenir finalement à transporter notre avatar d'un monde virtuel à un autre. Oui, peut-être un jour, les spécialistes sont pas forcément encore d'accord là-dessus. Peut-être ça pourrait prendre encore 5 ou 10 ans. Personne ne le sait, mais le fait est que si l'immersivité arrive au rendez-vous grâce au casque de réalité virtuelle et qu'on commence déjà à se plonger plus dans des mondes virtuels grâce à ces appareils, c'est déjà un premier pas. Et ensuite, ça va forcément motiver donc l'investissement dans la création de ces mondes, donc les rendre plus interopérables, les rendre plus diversifiés avec, donc on l'a dit, du jeu vidéo et du gaming, ce qui marche quand même plutôt bien jusqu'ici, mais probablement d'autres activités, donc de déambulation, de shopping, de travail, pourquoi pas. Donc il est probable que dans les prochaines années, le métavers réussisse à se débarrasser de la plupart de ses défauts, donc tous ceux dont on a parlé dans cet épisode, mais aussi peut-être un qu'on n'a pas trop mentionné, c'est peut-être la frontière parfois poreuse avec donc des projets de crypto-monnaie et de NFT qui ont aussi inondé des idées de métavers et qui a pu aussi contribuer à leur échec. Je t'arrête tout de suite, Maxime. Les NFT, c'est le sujet de notre épisode de demain. Merci beaucoup pour tes explications sur le métavers et on va continuer de suivre ce dossier avec toi. Merci Charlotte, à bientôt. Pour lire les articles de Maxime Recoquillé et tout le service tech de l'Express, ça se passe dans le magazine ou sur le site l'express.fr. Et pour ne pas rater l'épisode de demain, je vous encourage, chers auditeurs, à suivre La Loupe sur votre plateforme d'écoute, par exemple Castbox, Apple Podcast ou Spotify. Si nos podcasts vous plaisent, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles et surtout à en parler autour de vous. Les étoiles filantes de la tech est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, réalisé par Jules Cros. À demain.